Denis Pourchet, bonjour. Lionel Fontaine, bonjour. Bienvenue dans le podcast d'Hotelis Check-in. Merci de m'accueillir, j'en suis flatté et honoré. Avec plaisir. Denis, on peut se tutoyer ? On se tutoie. On se tutoie. J'ai sous les yeux ton parcours que tu as réalisé essentiellement en France et en Suisse. Est-ce que tu peux nous expliquer brièvement qu'est-ce qui t'a amené à embrasser une carrière dans l'hôtellerie ? Ça a démarré lorsque j'étais très jeune, puisque aux côtés de ma grand-mère qui cuisinait en permanence, elle m'a fait rêver par des préparations culinaires simples, on appelle la cuisine familiale bourgeoise. Et donc j'ai aimé essayer de préparer par moi-même. C'était une catastrophe au départ, mais après ça s'est amélioré. Et les fréquentations de bons restaurants ou d'hôtels avec mes parents faisaient que ce monde de l'hospitalité m'a toujours fasciné depuis les premières années. Ok. Et tu commences par une formation dans un lycée hôtelier ? Je commence même en 3e à vouloir postuler pour rentrer en seconde hôtelière. Mes parents s'y opposent et m'ont demandé d'attendre le baccalauréat classique, que j'ai obtenu, un bac économique. Et là, je suis rentré en mise à niveau de préparation BTS pour faire un brevet de technicien supérieur hôtellerie-restauration. Parfait. Rapidement, tu as le choix entre le front office, le F&B, et tu décides le F&B. Eh oui, je choisis le F&B parce que fasciné par ce monde de la restauration, le rythme, la dynamique qui se crée, l'élégance, les plats, le côté gourmand. Donc sans hésitation, je pars dans cette voie, tout en me disant que vraisemblablement pour atteindre un jour peut-être une place de direction, même si j'y pense que très peu, seulement en me rasant, je me suis dit qu'il faudrait certainement aussi faire une expérience liée aux sales et liée à la réception. Absolument. On voit dans ton parcours que tu as gravi assez rapidement les échelons dans une hôtellerie exigeante et tu arrives en Suisse avec une première belle position de directeur directeur général adjoint au président Wilson. Quels sont un petit peu tes plus jolis souvenirs de cette expérience ? Alors on en reparlera peut-être plus tard sur le côté avoir démarré aussi une évolution rapide. Je pense que ça pourrait peut-être être un des sujets sur une question, donc on pourrait y revenir. En tout cas oui, je suis arrivé à Genève alors en directeur de la restauration de l'hôtel président, et ensuite au bout de 3 ans, je suis passé directeur adjoint en charge des opérations sur un total de 7 années, qui était un très gros porteur avec 237 chambres et 3 restaurants et de grosses facilités banquets, 1500 mètres carrés d'espace modulable. Ensuite, promotion de directeur général, Hôtel de la Paix, avec une transformation importante. C'est toi qui as permis à l'Hôtel de la Paix de faire SAMU. Est-ce que tu peux expliquer comment tu t'y es pris ? Alors, oui, promotion, parce que c'était un statut de directeur général. J'aurais aimé prendre une position, on va dire, dite de directeur, peut-être au président Wilson, puisque j'y étais fortement attaché. La relation avec le propriétaire, Albert Taman et Charles Taman, la relation avec les cadres et les équipes faisait que j'aurais aimé dans une continuité. Toutefois, le fait d'avoir un hôtel avec un propriétaire qui était également à l'époque très impliqué au niveau de l'opération, je n'aurais pas eu le statut d'un directeur, et certainement c'était aussi tôt pour un gros porteur. Donc j'ai eu l'opportunité sur une offre qui m'a été proposée de pouvoir rejoindre le groupe Concorde, c'était le groupe français, et de prendre ma première position de directeur général sur un hôtel qui était, en tout cas à l'époque, 5 étoiles théoriques, mais qui avait été déclassé en 2004 par l'hôtellerie suisse, suite à de nombreuses années avec des problèmes d'entretien, d'état, de service, et j'en passe. Donc lorsque je suis arrivé, on m'avait dit il faudra fermer cet hôtel, il faudra faire des travaux et réouvrir et retrouver nos 5 étoiles.
Je fais court, mais c'était ça l'objectif, sachant qu'il n'y avait pas de date de fermeture, qu'il n'y avait pas de montant fixé pour les travaux, et que je ne savais pas comment on allait faire pour pouvoir donc retrouver ces 5 étoiles. C'est un cas d'école, mais je suis ravi et fier d'avoir réussi en effet à remettre l'Hôtel de la Paix, qui était vraiment pour moi un très grand établissement, mais qui avait besoin d'un refresh et d'un petit coup de jeunesse, et j'ai été fier d'avoir allumé la bougie, aujourd'hui de voir que Ritz-Carlton a repris le flambeau en faisant un des plus grands palaces de Genève. Absolument. C'est un peu grâce à toi aussi que cet établissement a pu rejoindre de nouveau un petit peu son positionnement de 5 étoiles dans une Genève internationale qui, de plus en plus, a des enseignes internationales et contre lesquelles il est de plus en plus difficile, j'imagine, de lutter en tant qu'hôtelier particulier. Tu penses que Concorde, à l'époque, avait l'envergure qu'il fallait pour pouvoir positionner cet établissement face à tous les concurrents qu'il y avait sur le quai du Mont-Blanc? Concorde l'avait indéniablement. Concorde, pour ceux qui ont oublié ou qui ne connaissent pas, c'est un groupe français qui appartenait au Tétinger. Le groupe Tétinger, Baccarat, qui sont des marques qui nous font tilt, et qui était un empire familial, établissement de grande qualité partout en France et des affiliés en Europe. Les plus grands étaient le Concorde Lafayette Paris, l'Hôtel du Louvre, l'hôtel aujourd'hui Grand Hôtel Terminus à Saint-Lazare, l'hôtel Ambassadeur, l'hôtel de Crillon, le Grand Véfour en restauration avec un chef du coin, puisque c'était Monsieur Guy Martin. Donc oui, Concorde avait l'envergure, tout à fait. Simplement, Concorde, au moment où je suis arrivé, était, personne ne le savait, mais sur ses derniers jours de vie, puisque j'ai pris mes fonctions au mois de janvier 2005, et qu'il y a eu un grand coup d'éclat dans la presse au mois de juin 2005 qui annonçait la vente du groupe Concorde et donc toutes les filiales au fonds d'investissement Starwood Capital, qui n'avait rien à voir avec Starwood Hotel. C'est juste que le président de l'époque avait été président de Starwood, mais c'était un fonds dont le seul et unique but, comme tous les fonds, est d'acheter à 100 et de revendre à 120. Donc il y a eu un démantèlement du groupe qui a été encore une nouvelle expérience pour moi en tant que directeur général, qui doit, dans un projet aussi complexe que celui-ci, puisqu'on était parti peut-être à 4 millions de budget de rénovation, on a terminé quasiment à 15, et ça c'était pas prévu, et entre-temps avoir un fonds d'investissement qui reprend, blocage du concept, relancement du concept, renégociation avec les autorités à Berne de l'hôtellerie suisse pour reprendre finalement en fait toutes les critiques qu'ils avaient faites depuis 10 ans. C'est ce que j'ai fait, j'ai repris toutes les critiques, et en face me suis engagé à titre personnel et au nom du groupe à travailler sur des sujets bien précis afin d'avoir une obtention des 5 étoiles provisoires qui seraient bien évidemment estampillées définitives au moment de la réouverture. Et c'est ce qui s'est passé. Juillet 2005, nous avons eu donc l'autorisation de nous promouvoir pour la réouverture en février 2006 en 5 étoiles. Et nous avons eu le saut final fin février, comme quoi, ou début mars, comme quoi nous serions actés comme un 5 étoiles de Genève, qui était un élément important pour le groupe, bien sûr, pour tous les employés et mes cadres qui travaillaient dedans, qui ont donné un travail faramineux, parce que c'était un travail titanesque, et le fait d'avoir cette reconnaissance de 5 étoiles était très important pour nous, et pour le groupe c'était une négociation financière également, puisque vis-à-vis de la propriétaire il y avait un engagement qui était fait avec un montant de loyer si on réouvrait en 4 étoiles et si on réouvrait en 5 étoiles, ce qui est normal. Oui. Tu annonces une projection de rénovation à 4 millions, finalement 15 millions. Cette grande différence, elle se situe dans un changement finalement au niveau de la décision finale, avec des matériaux différents, où il y a eu des grandes surprises. Qu'est-ce qui fait qu'on est quasiment à 4 fois plus que ce qui avait été prévu? On peut imaginer 1 fois et demie, 2 fois peut-être, mais là on est quasiment à 4 fois le montant qui avait été estimé. Quelle est la raison de tout ça? Très clairement parce que ça a été mal
projeté sans aucune critique personnelle contre quiconque. C'était un groupe qui avait fait un choix. Il y avait une volonté à l'époque de Concorde de s'internationaliser. Comme j'expliquais, il y avait des hôtels affiliés qui ne sont pas donc des hôtels en propriété. Et là, donc, le fait d'avoir Genève et en même temps, il y avait Berlin qui allait aussi ouvrir, c'était une volonté de se développer à l'international. Donc, le chiffrage a été fait, je pense, rapidement par également une équipe de travaux qui a été mis en place rapidement, qui est venue 1 ou 2 fois, qui a évalué des travaux basiques. Et il se trouve que quand on a annoncé les 15 millions, c'est pas moi qui ai eu des idées de luxe, c'est pas la nouvelle direction du groupe, puisque j'ai eu 3 mois après mon arrivée le changement de directeur général de la compagnie, où on a eu l'arrivée d'une nouvelle directrice générale, ce qui était là aussi un cas d'école formidable, devoir s'adapter à une nouvelle personne qui ne m'avait pas recruté. Et nous lui avons présenté l'ensemble des points qui nous semblaient, nous sur place, à revoir. Ce chiffrage a été confirmé par son directeur technique qui venait d'être nommé dans la compagnie, qui venait du groupe Intercontinental avec une très grosse expérience, et qui a rapidement dit on part pour 15 millions. Donc on y va ou on n'y va pas? On y va. Et donc nous sommes restés, et la suite on la connaît. Parfait. Ensuite, un essai dans la restauration d'entreprise au sein du leader de la restauration d'entreprise en Suisse romande, le groupe Eldora. Là, tu as 90 restaurants sous ta responsabilité. Quels sont les défis à ce moment-là? Tu es un homme d'expérience, très, très orienté F&B. 90 restaurants, c'est beaucoup. Avec une répartition de ces restaurants sur la Suisse romande. Quels sont les défis que tu retiens? Alors, c'est beaucoup. Déjà, la première chose, pourquoi un hôtelier qui sort d'une gestion d'un très bel hôtel a réussi l'ouverture sur 3 années avec des bons résultats, part en restauration dite d'entreprise? Alors, déjà, c'était mon propre choix, numéro 1. Numéro 2, j'étais père de famille de 2 jeunes enfants mariés, et je passais ma vie entière dans l'hôtel. Donc, il fallait impérativement que je puisse revoir la voilure en termes de présence pour ma famille, ce qui est fondamental. Et donc, j'ai souhaité sortir de l'hôtellerie traditionnelle, puisqu'à l'époque, comme je l'ai annoncé, Starwood Capital avait repris les hôtels dans l'unique but de s'en séparer pour les revendre plus cher. Et il n'y avait aucune opportunité dans le groupe pour moi à ce moment-là, puisque normalement, dans un groupe structuré, un homme ou une femme qui a dirigé un hôtel en ouverture, on lui confie après, sauf s'il le demande, un hôtel qui roule déjà, histoire de se reposer un peu, et après il peut reprendre une ouverture, parce que c'est vrai que c'est grisant. Donc j'ai souhaité voir autre chose. Il se trouve qu'il y a eu une proposition du groupe Eldora qui était intéressante et qui, pour moi, allait me permettre, en effet, avec 90 restaurants, de pouvoir toucher un peu au management de délégation, puisque je pense que le grand défaut des hôteliers, en tout cas pour moi, je vais parler de moi, c'est qu'on a trop tendance à s'attacher toujours à des petits détails, vouloir tout contrôler et que tout passe par nous. Et avec 90 restaurants, eh bien, il faut apprendre à déléguer, il faut apprendre à faire confiance. Et j'avais peur aussi d'avoir une image, ça c'était un de mes patrons qui m'avait dit, ne fais pas toujours du luxe ou de manière à être considéré comme quelqu'un qui est ce qu'on appellerait un gant blanc. Prends des hôtels aussi, peut-être un jour économiques, mets-toi sur des challenges. L'hôtel de la Paix en faisait partie, mais là je me suis dit restauration d'entreprise, mais aussi scolaire et aussi lié aux EMS, le côté médical. C'était une expérience intéressante qui allait me permettre de découvrir autre chose et d'éviter d'avoir cette image peut-être de col blanc en effet, de quelqu'un qui ne veut pas quitter l'hôtellerie de prestige. Donc c'était riche et intéressant en 3 années. Parfait, merci Denis. Ensuite, tu continues ton parcours dans l'hôtellerie, tu rejoins l'hôtellerie avec un poste au sein d'un très bel établissement qui est à côté de l'aéroport, le Starling Geneva Hotel and Conference. Position en tant que directeur des opérations sur un hôtel qui fonctionne très très bien aussi. À ce moment-là, quels sont les défis que tu vois être les principaux ?
Alors, si je peux me permettre, non pas que je veux contredire les informations qui vous ont été communiquées, mon cher Lionel, mais j'ai été juste après le groupe Eldora sélectionné par un chasseur de tête pour diriger un family office. Eh bien, parlons-en, Denis. PWFM. PWFM, c'est un family office alors pour ceux qui connaissent, on dira single family office, c'est-à-dire c'est pour une famille. Ouais. Et il y a les multi-family office qui sont donc pour plusieurs familles. Là, j'étais chez Eldora, un chasseur de tête me téléphone, me parle de ce projet. Je connaissais autant les family office que l'histoire antique des pays hébreux. Donc je me suis retrouvé à devoir faire un choix, savoir si je quittais aussi ce monde de la restauration d'entreprise qui me donnait une évolution certes intéressante, ou si je découvrais aussi autre chose. Donc choix familial avec mon épouse à l'époque, et j'ai décidé de me lancer dans ce défi, parce que c'était vraiment un défi. Il fallait ouvrir une antenne, donc créer une société sur Genève, avec du personnel pour pouvoir s'occuper de l'arrivée d'une famille qui venait de l'étranger pour s'installer fiscalement et en Suisse. Et donc j'ai travaillé pendant 3 années avec des missions de coordonner l'ensemble des services hôteliers et la vie courante de ce client sur 3 continents. Et on a géré à peu près 200 millions de travaux de rénovation et de construction de maisons à titre personnel qu'il avait un peu partout. États-Unis, Afrique du Sud, République tchèque, Verbier, etc. Une position qui combine les compétences que tu as développées dans les précédents postes. Gestion des ressources humaines, gestion financière, planification de travaux, anticipation. C'était un petit peu ce qui t'a attiré à découvrir ce nouveau métier, puisque tu étais hôtelier, ensuite plutôt dans la restauration d'entreprise, ensuite tu l'exprimes très bien, tu rejoins un family office. Quelle est la motivation finalement de ne pas continuer à te développer dans une seule et même industrie et de relever des défis dans quelque chose que tu ne connais pas? La curiosité, l'envie de compléter ton parcours? Comme je l'ai expliqué, l'hôtellerie, c'est mon métier. Depuis toujours, c'est mon dada, c'est ma passion. Ça n'a jamais changé. Donc quand j'ai quitté, c'était pour des raisons familiales que je suis allé rejoindre Eldora. Ensuite, quand j'ai quitté Eldora, c'est parce qu'il y a eu, en effet, il faut être franc, une opportunité de voir quelque chose de radicalement différent avec une image de nouveau très luxe et avec des conditions salariales qui étaient incomparables par rapport à ce qu'on peut trouver tant chez Eldora que dans une hôtellerie locale. Bon, par contre, entre parenthèses, il allait y avoir un engagement colossal, je ne le savais pas encore, mais c'était un défi, un challenge. Donc c'était pas parce que j'arrive pas à me poser que je voulais pas revenir tout de suite dans l'hôtellerie et puis j'ai pas eu une opportunité de le faire, ne l'ayant pas cherché. Et là, avec cette offre que je ne pouvais refuser, et conjointement avec mon épouse, je m'étais dit, ça vaut le coup, il faut tester. Et tu tentes. Et je tente, et je reste 3 ans. Et tu restes 3 ans. À la fin de cette expérience professionnelle, tu retournes à tes amours, l'hôtellerie, à l'hôtel Starling, à Genève, en qualité de directeur des opérations, sur un établissement qui est le plus gros 4 étoiles de Suisse, avec quasiment 400 chambres. 500. 500 500 chambres. 500. Oui, 496, ouais, c'est juste. De retour dans cet écosystème hôtelier, tu retrouves une hôtellerie qui a un petit peu changé, ou pour toi, c'est l'hôtellerie que tu avais laissée avant, dans laquelle tu te retrouves et dans laquelle tu reprends tes repères en quelques jours? À la base, sur papier, je me retrouve pas forcément dans cette hôtellerie qui est, au vu de ce que j'ai fait, de mes goûts, quand je vous parle de gastronomie, de relais châteaux, d'auberges, d'hôtels de charme, de 5 étoiles historiques, c'est pas la même hôtellerie. Néanmoins, et toujours dans la lignée de ce qu'on disait en introduction, voir d'autres choses, ne pas être attaché directement à un type d'établissement, sortir d'une restauration d'entreprise, goûter le luxe du family office, revenir sur un gros porteur en apprenant là aussi à jouer un peu avec des gens qui travaillent sur du volume, ça m'a paru intéressant. Je ne l'ai pas cherché non plus. Le directeur général de l'hôtel que je connaissais à l'époque
est venu vers moi, après une discussion, m'a fait rencontrer 2 de ses cadres qui étaient des personnes influentes et qui participaient également elles-mêmes au recrutement du nouveau directeur adjoint pour éviter on va dire de déstabiliser l'équipe, qui était une équipe qui, tous les cadres avaient évolué dans l'entreprise. Donc, ils avaient fait le choix à cette époque de vouloir prendre peut-être quelqu'un de l'interne. Et c'est pour cela que dans le cadre de mes activités, puisque je faisais un peu de consulting à cette époque, le directeur général m'a proposé d'intégrer avec des missions bien précises, qui était une mission de remettre la restauration, on va dire, carré sur les rails avec de l'autorité, superviser d'un point de vue hôtelier l'opération de l'hôtel en y apportant une touche d'un homme qui a travaillé dans des structures un peu plus petites, puisque bon voilà, certes le président, mais l'hôtel de la Paix ou l'hôtel Cour des Loges à Lyon, qui sont des établissements ou des relais châteaux qui sont beaucoup plus tournés vers le service. Et je pense que c'était un choix du directeur général de vouloir apporter un petit plus de la présence, un œil hôtelier et de l'attention. Parfait, merci Denis. Ensuite, tu optes pour quitter l'hôtellerie et tu rejoins une société, MR Consultant. Société qui va t'amener à amener ton expertise sur des projets immobiliers, n'est-ce pas? Exactement. Alors là aussi, c'est cette activité un peu de consulting que j'ai faite après mon family office qui était donc assez éprouvant. J'ai pu gérer un peu mon timing toujours dans cette notion de père de famille qui s'occupe de ses enfants et qui est présent à la maison. Donc Starling pour ses missions de direction opérationnelle. Là aussi avec le MR Consulting. Pourquoi MR? Parce que c'était un cabinet d'ingénierie. Je connaissais très bien un des 2 associés avec lequel j'ai travaillé sur le projet de rénovation de l'Hôtel de la Paix. Et quand on s'était revu d'un point de vue aussi amical, il m'a proposé une mission liée à l'implantation de résidences hôtelières avec à la fois le niveau de service, l'étude budgétaire, l'étude de faisabilité ou non, l'étude comparative avec du CompSet autour pour voir si ça valait le coup. Donc très intéressant. J'ai plus choisi aussi de faire cette mission par rapport à l'homme que par rapport à la mission, qui était très intéressante, mais j'y suis allé pour un des 2 associés, et il se trouve que j'ai également bien accroché d'un point de vue personnel avec l'autre associé. Donc c'était une mission relativement courte, mais très intéressante. Oui, 2 ans quand même. Voilà, qui n'était pas de tous les jours, hein, mais nous travaillions sur des projets. Ensuite, retour dans les métiers de bouche, avec une position de directeur des opérations pour chocolaterie et pâtisserie Stettler et Castries-Cher. Donc là, quelle est ta fonction? Repositionner le produit, le développement? Alors là, Stettler, Castries-Cher, donc deux entités. Stettler, c'est Monsieur Stettler. Castries-Cher, c'est Monsieur Castries-Cher. Monsieur Stettler était connu, un grand chocolatier genevois, connu notamment pour ses pavés et ses ganaches, qui étaient très vendus sur le local, mais aussi et surtout au Japon, qui est un pays qui consomme énormément de chocolat. Et la princesse avait remarqué une fois le chocolat Stettler qui était devenu donc du coup très connu. Monsieur Castries-Cher faisait ces fameuses forêts noires, les seules qui sont aériennes, si légères, sans griotte et sans kirsch. Donc c'est vraiment très original. Donc j'ai été séduit par le projet puisque à l'époque où on me l'a proposé, il y avait des pertes qui étaient énormes. On avait des pertes colossales. Et le projet de revenir dans ces métiers de bouche avec à la fois une proximité avec les chefs, puisque je gérais le labo et 5 boutiques. Il y avait une mission à la fois financière, mais une mission de restructuration et qualitative et hygiène, puisque nous avions eu des problèmes sur tous les niveaux lorsque j'ai pris mes fonctions. Donc là, changement de l'équipe complète en 1 an, l'intégralité des équipes de toutes les boutiques et du labo, afin de remettre également une organisation et remettre de la qualité, recommuniquer. Donc très intéressant et une belle aventure humaine avec des collaborateurs qui vraiment en valaient le coup. Merci Denis. Denis, tu embrasses de nouveau l'hôtellerie.
du moins le département de l'hôtellerie de la Fondation Foyer Handicap. Qu'est-ce qui t'amène, encore une fois, dans un domaine qui t'attire, mais que tu ne connais pas, à rejoindre un défi qui est aussi grand et puis aussi important et porté sur l'humain? Alors encore une nouvelle fois, dans la continuité de découvrir d'autres choses et d'éviter d'être catalogué, c'est vrai que j'aurais toutes ces années aimé revenir dans l'hôtellerie, mais les missions qui m'ont été proposées et qui me plaisaient, on a parlé d'Eldora, on a parlé de PWFM, on a parlé de Stettler Castricher, et là aussi, une nouvelle aventure à dimension très humaine, puisque Foyer Handicap, c'est donc autour du handicap en général, que ça soit en résidence, puisqu'il y a 4 résidences où il y a des soins médicaux. Il y a une résidence qu'on appelle en autonomie totale, c'est-à-dire que les personnes sont des logements équipés pour qu'ils puissent vivre en parfaite autonomie. Mais c'est aussi des ateliers qui sont des ateliers de production dans lesquels les personnes sont amenées à travailler pour se réintégrer grâce au travail. Puisque la valeur travail, on se rend compte, quand on en a, on râle souvent parce qu'on travaille trop. Dès qu'on n'en a plus, il y a une perte de relations sociales, il y a une perte de repères, il y a une perte d'image de soi. Et les personnes en situation de handicap sont extrêmement contentes de travailler au sein d'un atelier. Moi, il se trouve que je gérais tout ce qui était autour de la restauration, mais que ce soit de l'horticulture, que ce soit du conditionnement, les personnes sont heureuses d'exister dans une équipe avec un contrat de travail, des horaires, des félicitations, mais aussi des remarques, un groupe, des gens qu'on retrouve chaque matin, l'effort de se lever, une discipline, voilà, et une cohésion d'équipe avec des gestions de projet. Donc, la mission, là aussi, je n'avais pas cherché à l'époque dans l'hôtellerie, parce que c'est une question qui pourrait être posée, pourquoi ne pas être reparti ? Puisque malheureusement, d'un point de vue personnel, je me suis séparé de ma compagne, donc qui, pour ceux qui le savent, sont toujours des moments difficiles, à la fois personnels au niveau émotion, mais à la fois au niveau organisation de sa propre vie privée avec la gestion des enfants. Et j'ai dû gérer une garde alternée. Donc les horaires de l'hôtellerie n'étaient plus compatibles avec mon activité maison. J'ai donc décidé à ce moment-là de chercher dans des secteurs d'activité qui me permettent d'avoir donc une certaine disponibilité dans ma vie personnelle. Foyer handicap, l'opportunité Foyer Handicap s'est présentée. C'est rare qu'il y ait ce genre de poste. C'était une création de poste d'ailleurs, à la direction de l'hôtellerie, voulue par une directrice générale qui était à l'époque en charge et qui m'a recruté avec sa responsable des ressources humaines pour apporter une dynamique, un regard hôtelier, certainement aussi de la rigueur, une autre vue que des personnes qui sont issues directement du social. Donc j'ai travaillé 6 années. Quand on a dirigé des établissements de type 5 étoiles, 4 étoiles, avec des exigences très élevées, et puis également des collaborateurs qui ont l'habitude de rencontrer une clientèle très exigeante, et puis que là, on se retrouve dans un domaine où on est beaucoup plus porté sur l'humain, qui est au centre des préoccupations. Comment est-ce que tu as fait pour calibrer tes exigences, puisque c'était des collaborateurs avec des connaissances et des compétences différentes, pour une clientèle qui avait également des exigences différentes? Alors, le fait de travailler avec des personnes en situation de handicap, c'était très nouveau. Et je pensais, et d'ailleurs je le pense toujours, que c'est une richesse inestimable de pouvoir travailler avec des personnes avec un handicap ou quelconque difficulté. Et finalement, quand on commence à s'intéresser à l'être humain, que ce soit dans une entreprise du marché dans lequel nous sommes aujourd'hui, concurrentiel, business, on se rend compte que tout le monde a un handicap et que l'attention qu'on peut porter à une personne, elle est fondamentale pour lui permettre de réussir et d'évoluer. Donc, un management très direct, très directif dans l'hôtellerie qui ne peut pas être adapté dans un environnement social, c'est sûr. Moi, j'ai toujours été très tourné vers l'humain au niveau de mes équipes. Ça a continué, mais simplement, j'ai appris beaucoup de choses et j'ai surtout appris à relativiser que ce sont souvent des gens qui ne se plaignent pas, qui ont envie de travailler, de réussir
et sur lequel ils vont nous apporter, en tout cas à nous, énormément de positifs chaque jour au quotidien, ou quand on rentre le soir, on ne peut pas se permettre de se plaindre de notre situation au vu des difficultés que eux rencontrent. Et la motivation de leur permettre de réussir un travail, quel qu'il soit, selon leur niveau d'handicap, c'est un vrai challenge et un vrai défi. N'as-tu pas pensé, Denis, qu'à un moment, d'avoir un parcours composé d'autant d'expériences différentes, ça pouvait t'éloigner de nouveau d'un poste de directeur général d'un hôtel? Puisque dans l'hôtellerie, parfois, on aime bien avoir des parcours très, très cohérents. Hein. Hôtellerie 5 étoiles, et puis ensuite on devient directeur général, ou 4 étoiles, et puis on arrive à passer dans une autre catégorie pour accéder à une promotion. Est-ce que tu n'as pas pensé qu'à un moment, ça pouvait être des éléments qui allaient ne pas rassurer un directeur d'établissement ou un propriétaire pour te recruter en tant que directeur général? Bien sûr que j'y ai pensé. J'y ai pensé tout le temps. Et la question est très juste et très intéressante. Aujourd'hui, je me dis, avec le recul, j'ai pris une position chez Foyer Handicap. Pourquoi? Parce que j'en ai été un peu contraint aussi, en tout cas pas chez Foyer Handicap, mais dans un secteur d'activité différent de l'hôtellerie, pour ma famille. La famille était, elle l'est toujours, ce qui compte le plus à mes yeux et qui passera au-delà de tout le reste. Il y a eu un tournant au moment où je suis rentré chez Eldora, puisque c'était un moment où j'aurais dû continuer dans l'hôtellerie, mais au vu de mes heures et que le groupe ne pouvait me donner un autre poste compte tenu du rachat par le fonds d'investissement, j'ai dû à ce moment-là me tourner là aussi vers une mission intéressante, mais dans un groupe de restauration dite d'entreprise, pour me donner un peu d'air sur ma disponibilité au quotidien. J'ai fait pareil avec Foyer Handicap, en essayant quand même de me dire, cette opportunité va être et doit être extrêmement positive pour moi, pour la suite de ma carrière. Est-ce que je pensais à ce moment-là revenir dans l'hôtellerie ? Non, j'avais ce regret de l'avoir quitté, mais au moment où j'ai commencé, peut-être après 3 ans, à me dire, je me rends compte que vraiment l'hôtellerie c'est mon métier, mes enfants grandissent, je pourrais y revenir. Il fallait en effet capitaliser sur le fait d'avoir vu différentes choses, plutôt que de me dire je ne serai plus aujourd'hui un candidat idéal pour un hôtel. Justement parce que j'ai fait d'autres choses et que ça me donne un regard différent. Et aujourd'hui, on en parlera certainement après, mais sur les difficultés de recruter du personnel, je pense que la notion de l'humain, du respect des personnes, de cette bienveillance, je n'aime pas le mot, mais en tout cas cette empathie et ce côté de qualité d'écoute, on le trouve beaucoup dans des fondations pour des personnes en difficulté, et il fallait que je capitalise sur ça lorsque j'allais repostuler pour d'autres activités, notamment l'hôtel, et je me suis d'ailleurs appuyé sur ces qualités pour être recruté au poste que j'ai aujourd'hui depuis 2 années, c'est-à-dire mettre en avant des compétences humaines et d'écoute. Et pour rassurer aujourd'hui des équipes, je pense que quelqu'un qui est un vrai hôtelier, qui aime ça, mais qui a vécu d'autres choses, qui est capable de s'adapter à différentes situations, et qui a travaillé dans un monde du handicap où là, il y a tout sauf du luxe et du champagne et du falbala, il fallait automatiquement s'adapter aux personnes. Et je pense qu'aujourd'hui, quand je prône le sens de l'humain, bon, c'est pas que de la parlotte. Il y a 6 ans de Foyer Handicap, même si j'ai pas fait tout parfaitement, je pense que cette notion de valeur humaine, je l'ai vraiment ressentie au fond de moi. Et elle me sert au quotidien. Oui, et elle t'habite. Bien sûr. On voit que tu as eu raison de peu t'inquiéter, parce que finalement, en février 2023, tu es retenu et recruté en tant que directeur général de l'hôtel Bristol. Magnifique hôtel qui était, jusque dans les années 90, un joli 5 étoiles, qui ensuite a opté pour être un 4 étoiles gamme supérieure. Quels étaient les objectifs principaux lors de ta prise de fonction qui t'avait été confié par le conseil d'administration? L'objectif principal, il était, ça tombait bien, c'était autour de l'humain, puisque c'est un hôtel qui marche, qui a toujours marché.
On n'attendait pas Denis Pourchet pour qu'il fonctionne. Il fonctionne très bien sans moi. Simplement, redonner une âme, redonner un cap, redonner une dynamique, continuer de valoriser les personnels de l'hôtel, puisque nous avons la chance d'avoir un grand nombre, et je pèse mes mots, d'employés ou de cadres qui ont 6, 10, 12, 15, 18, 20, 24, 26, 27 ans d'ancienneté. Et je pense que le premier défi numéro 1, vraiment numéro 1 du conseil d'administration était, nous avons un personnel de qualité qui vient de vivre quelques mois difficiles avec le départ de mon prédécesseur, donc il n'y avait plus de directeur. Ils ont besoin d'être stabilisés, d'être écoutés, d'être valorisés. Donc ça, c'était le défi numéro 1. Le défi numéro 2, après 2-3 mois d'une baisse significative, un peu d'occupation, avec peut-être des prix peut-être un petit peu élevés. On a revu ça avec l'équipe sales en place, notamment mon bras droit, le directeur adjoint qui est la directrice des ventes et marketing, afin de pouvoir refixer une politique, un cap rapidement et retrouver une occupation. Donc ça, c'était les 2 gros défis. Et le 3e défi, puisque vous avez dit que j'ai commencé le 1er février, dès le 20 août, nous fermions 3 étages pour attaquer la dernière tranche de travaux, à savoir 2 étages du 5 et du 6, le 7e étant juste réservé pour garder du mobilier, faire des bureaux techniques, bureaux d'architectes, etc. Donc, ces 3 défis, un défi humain, un défi retrouver les belles couleurs qu'il y a toujours eu au Bristol, globalement, de l'occupation et donc de chiffre d'affaires à un niveau satisfaisant, avec une rentabilité très correcte, et pouvoir mener à bien un projet de travaux tant qualitatif qu'au niveau aussi des équipes, de gérer sans une pression trop forte, impliquer les équipes dans le projet pour qu'elles se sentent vraiment chez elles, et réouvrir début juin 2024 avec un hôtel qui peut se targuer aujourd'hui d'être entièrement rénové. Merci Denis. Hôtel Bristol, au début du pont du Mont-Blanc, un établissement qui est au cœur de cette Genève économique, monde bancaire. Quelle est la relation de ton établissement avec le tissu économique genevois? Très connecté ou beaucoup plus une clientèle internationale? Alors, les 2, mon cher. L'hôtel Bristol est un hôtel qui tourne très très bien avec une clientèle d'affaires internationale, avec à la fois une clientèle suisse régulière, une clientèle française et anglaise très importante, de plus en plus une clientèle américaine, une clientèle également internationale sur le Moyen-Orient, comme dans les belles années, puisque on a la chance d'être extrêmement bien situé, au cœur du centre de Genève, entre Cornavin, le lac et le quartier Rive-Gauche. C'est exceptionnel. Croisant nos voisins 5 étoiles, qui nous donnent également une très belle visibilité commerciale, notamment sur les sites aujourd'hui comme Booking, Expedia, que tout le monde connaît. Les gens vont dans ces annuaires pour chercher par rapport à la situation, location. Et donc du coup, on récupère, parce que tous les hôtels se rénovent et marchent bien, on récupère aussi une belle clientèle, étant donné que nous sommes aujourd'hui un 4 étoiles plus. Nous ne souhaitons pas, et nous ne souhaiterons pas dans le futur, être un 5 étoiles de nouveau, mais être un excellent 4 étoiles plus en défendant les valeurs de service qui ont toujours animé l'équipe. Alors, Genève, l'hôtel est... Tout le monde voit où est le Bristol, tout le monde sait ce qu'est le Bristol, tout le monde respecte l'image de l'hôtel historique Bristol, mais il se trouve que, je me rends compte maintenant depuis 2 ans, qu'en termes de fréquentation restaurant et bar, c'est assez difficile. Non pas parce que les gens n'aiment pas, parce que les gens n'y pensent pas, il n'y a pas le réflexe Bristol. On y travaille grandement grâce aujourd'hui aux réseaux sociaux, à la communication, à l'investissement étant un passionné de la restauration. On est revenu dans le Goemio cette année, donc il y a 2 mois, avec un joli 13/20. On met du live music au bar tous les soirs, du mardi au samedi, pour animer de 18h à 23h à la fois notre restaurant et notre bar. On a une très belle qualité de service. Je pense qu'on est les seuls à avoir une carte qui change intégralement
toutes les semaines, tous les mardis. Donc le mardi d'après, c'est une carte différente, en formule business shopping, avec un formule menu carte. Vous pouvez prendre ce que vous voulez. Il y a des formules entrée-plat, plat-dessert, entrée-plat-dessert. Et si vous ajoutez l'eau minérale et que vous prenez le café avec la formule complète, vous ne payez que 66 francs, qui semble être un prix extrêmement raisonnable sur le local. Ne penses-tu pas que c'est dans l'ADN du Genevois de ne pas fréquenter les restaurants de ces hôtels? Si, je le pensais, mais j'ai un de nos concurrents que j'apprécie beaucoup, qui s'appelle l'hôtel Longemal, qui a su mettre en place un restaurant non seulement dans son hôtel et non pas au rez-de-chaussée, mais en plus au premier étage. Et ce restaurant qui est complet tous les jours, midi et soir, par contre, il a un thème. Donc le Genevois ne rentre pas dans un hôtel peut-être traditionnel quand il est vu de l'extérieur. Par contre, s'il y a une thématique et qu'il se retrouve dans cette thématique, le Genevois peut y venir. Et il ne tient qu'à nous de créer quelque chose de fort au Bristol. On a aujourd'hui ce concept, parce qu'on est les seuls, de changer une carte, de la rendre très dynamique, circuit court, produit de saison, le live music, et aussi le fait qu'on a une cuisine raffinée qui revient au Gomillot, qui fait que rapport qualité-prix, on devrait séduire pas mal de Genevois. Merci. Tu parles de circuit court. On a plus dans vos fournisseurs des producteurs locaux ou plutôt des fournisseurs beaucoup plus importants pour travailler un petit peu sur les coûts et puis faciliter le processus et le flux des commandes? La volonté, alors en plus c'est la volonté du conseil d'administration, enfin bon, la mienne puisque je le dirige aujourd'hui, c'est vraiment de travailler le plus possible avec des fournisseurs locaux. Les produits de saison, c'est sûr, mais les fournisseurs locaux, parce qu'on fait travailler également des gens du local, et que ce sont ces gens du local qui seront les premiers à fréquenter l'établissement. C'est un partnership. Lorsque je dis voilà, je commande le poisson chez vous, mais venez quand même manger chez moi de temps en temps. Tiens, en fin d'année, vous n'avez pas une soirée du personnel, vous voulez peut-être la faire au Bristol, vous, monsieur, qui vendez des tissus ou des boissons ou des confitures. Voilà. Donc on donne le plus possible de marché et d'opportunités à des locaux, bien évidemment aussi les vins locaux, qui sont les vins genevois qu'on essaye de vraiment mettre en avant, mais parfois on ne peut pas faire, en tout cas exclusivement. On est un hôtel aussi un peu international, contrairement à une auberge ou un petit restaurant qui va dire moi c'est que en ce moment il n'y a que les choux et les lentilles du pays avec le porc de Jussy. Ok, c'est un choix et il marchera très bien. Nous on a quand même une clientèle aussi qui vient le matin au petit déjeuner. Le client du Moyen-Orient, des États-Unis, vous lui dites que les avocats et les bananes, ça vient de très loin, que nous, on est pour le développement durable, qu'on n'en commandera pas. On va vous dire, c'est très gentil, mais moi, je veux qu'il y ait des bananes le matin, je veux pouvoir me faire des œufs bénédictines avec de l'avocat, je veux pouvoir manger en ce moment tel produit, eh bien, on va le faire. Alors, on limite, ça c'est sûr, il n'y aura pas de fraises ou de fruits frais, de fruits rouges en tout cas en plein hiver. On essaye de vraiment faire attention, mais on s'adapte à la clientèle internationale. Et le gros défi, je pense, aujourd'hui pour nous tous les hôteliers, c'est de continuer à sensibiliser les gens qui viennent de l'étranger, qui n'ont pas cette même dimension, attention sur le développement durable, RSE, que nous, et leur faire prendre conscience, notamment la clientèle Moyen-Orient en est le meilleur exemple, l'été, quand il fait 38 dehors, on a le droit normalement à 8 degrés d'écart, notamment aussi si on prend la climatisation. Donc on devrait avoir un delta, 8, allez, jusqu'à 10 degrés. Si vous dites à un client d'Arabie Saoudite, il fera 30 dans votre chambre, je vous garantis qu'il vaut mieux pas être en réception à ce moment-là, parce que vous aurez foudre de Dieu. Donc nous, on s'adapte et on veut vraiment... on est très animé par cette motivation sur le développement durable, mais il faut qu'on s'adapte et qu'on continue à éduquer, mais pas de manière radicale, nos clients. Donc ils le comprennent, on a beaucoup d'indications dans les chambres comme quoi tout linge, vous savez, tout le monde le fait, tout linge posé par terre sera changé, tout linge remis sur une patère ou déposé sur votre baignoire sera replié et gardé, vos draps ne seront changés pas tous les jours, mais que tous les 2 jours ou tous les 3 jours si vous avez un séjour de 3 nuits. Ça fait partie aujourd'hui, sauf si vous nous l'exigez, parce qu'on reste quand même un hôtel de prestige, mais
on sensibilise de plus en plus les gens. Et les gens sont, avec aussi, il peut y avoir des pompes à chaleur pour des nouveaux systèmes de production d'eau ou de chauffage. Il peut y avoir nos systèmes, par exemple, quand on ouvre la fenêtre, vous coupez la climatisation et le chauffage. On met l'ensemble des lampes avec des LED. Ça, c'est une volonté que l'ensemble de mes cadres et moi-même avons. Pas toujours évident à faire au quotidien, mais on n'a pas les mêmes moyens non plus que des gros groupes hôteliers. Mais en tout cas, c'est quelque chose qui nous tient à cœur et qui, je pense, montre la crédibilité d'un hôtelier sur le niveau local par rapport à sa dynamisation et son image. Merci, Denis. Tu as parlé d'une clientèle qui pouvait être demandeuse de certains produits. Est-ce que de l'autre côté, tu as des échos de la part d'une clientèle qui est satisfaite de voir tous ces engagements, ces valeurs que vous portez, ou le client finalement est assez content de voir certaines choses, mais vous ne le rapporte pas? Comment est-ce que vous faites pour mesurer finalement ces efforts et puis la perception du client par rapport à ces efforts-là? On le mesure difficilement. Il y a certains clients, des Suisses, des Allemands, des Anglais, on va dire très européens, où les gens vont nous le faire remarquer, tiens, c'est bien ce que vous faites. C'est minime. La plupart des gens doivent l'apprécier, je pense, mais nous ne le disent pas. Même sur les guest comments qui sont faits électroniquement, on a très peu de commentaires. Je crois que l'important, il est de le faire. C'est comme l'humain. On ne le fait pas parce qu'on nous demande de le faire, on le fait parce qu'on y croit. Et le développement durable, on doit le faire parce qu'on y croit. Après, on va petit à petit éduquer et changer les comportements des gens. On ne va pas être des éducateurs, mais quand je dis éduquer, c'est habituer les gens à ce qu'à force que les gens fréquentent des hôtels, qu'il y a des informations, qu'ils se rendent compte qu'on équipe on leur donne une information que vous pouvez trouver sur vos directories ou sur des informations sur la télévision, sur des petits flyers, sur le contact qu'il y a à la réception. Tout ça fait que les gens deviennent de plus en plus sensibles. L'Europe est plus sensible qu'ailleurs. Tient qu'à nous aussi, les hôteliers, de sensibiliser les gens, sachant que dans leur pays, ça commence. Même, regardez, aux États-Unis, et pourtant avec l'élection du nouveau président, il n'y a jamais eu autant de gens aux États-Unis qui se sont préoccupés du climat qu'aujourd'hui. Donc tout le monde noircit le tableau, mais il y a quand même beaucoup de gens qui se préoccupent. Mais c'est à nous, avant toute chose, souvent quand les employés disent « Ah tiens, et tel client qui est venu, on nous a pas dit, je lui ai dit bonjour, on nous a pas dit bonjour. » Je dis « Mais vous avez dit bonjour ?» Oui, c'est le plus important. C'est notre devoir, c'est notre travail, c'est ce qui nous rend heureux, ce qui nous donne le sourire. Le client, on n'est pas là pour le juger. Le client qui utilise 3 fois par jour des nouveaux linges, on n'est pas là pour le juger. Simplement, on a nos petits panneaux en chambre, on lui explique, il croise la gouvernante. On a mis d'ailleurs une jolie carte d'accueil dans nos chambres où il y a une photo de toute l'équipe extrêmement souriante. Et au dos, le client sait que c'est Julia ou Anne ou Brigitte ou Paul qui a fait sa chambre. Et quand il le croise dans le couloir avec le badge, on crée un lien. Et il y a des échanges qui se font, qui peuvent durer 10 secondes avec un bonjour jusqu'à 1 minute avec comment vous a travaillé, tiens, quels sont vos produits. Et les gens se rendent compte qu'on a affaire à de l'humain, à du service et que ça vaut tout le reste. Denis, est-ce que aujourd'hui, au moment de réserver, lorsque vous devez soumettre une offre, on vous pose la question de la part de vos entreprises clientes, quels sont vos engagements RSE? Évidemment. Donc là aussi, il y a beaucoup d'entreprises qui nous le demandent parce qu'elles y croient, d'autres nous le demandent parce que ça fait partie de leur programme de chaîne mondiale. Voilà, mais c'est un critère pour pouvoir réserver dans votre hôtel. Donc nous, on a la chance ou la malchance de ne pas être un hôtel de congrès, de conventions et de séminaires résidentiels, puisque nous n'avons maintenant plus de salons privatifs au-delà de 10 personnes, donc ça veut dire quasiment rien, au Bristol, puisque les équipes précédentes avaient décidé d'enlever nos salons du premier étage pour les remplacer par des chambres. Il restait un salon à mon arrivée, et j'ai eu le privilège ou la malchance ou de devoir décider si on gardait ou pas, et c'était pour moi un mouton à 3 pattes. Quand on a une salle de réunion, il faut toujours en avoir une autre de la même taille pour que les gens se sont réunis et l'autre, c'est pour manger. Les gens ont fait un séminaire, l'autre, c'est pour un cocktail. Mais si on n'en a qu'une, ça veut dire qu'on est obligé de privatiser le restaurant pour la restauration et jamais on ne réussira à vendre nos espaces
pour la clientèle genevoise, qui était votre question juste avant. Si je privatise tout le temps, il y a une rupture de confiance et de lien avec les clients locaux. Donc les gens nous le demandent, mais pas pour nos séminaires, alors que, par exemple, vous êtes Marriott, vous êtes Intercontinental, vous êtes président, je suis sûr, tous les gros congrès, ils ont un questionnaire incroyable, et s'ils ne sont pas dedans, ils n'auront pas le marché. Donc c'est capital pour eux. Pour nous, ça l'est pour les contrats corporate, c'est-à-dire vous êtes avec une banque, avec un laboratoire qui vous fait des prix à l'année, ils vont nous demander qu'est-ce que vous faites. Donc on va signer le contrat au départ, on parle de nos engagements, et après ils vont réserver tout au long de l'année au travers des GDS ou au travers du service réservation pour pouvoir, GDS, les circuits de distribution, ou par nos services réservation tout au long de l'année avec le prix qui a été négocié. Donc là, oui, on nous le demande, mais c'est à petite échelle comparativement avec des gros porteurs. Et puis c'est une bonne chose qui est une préoccupation. Les temps, l'homme change difficilement et souvent les gens parlent mais ne font pas toujours ce qu'ils disent. Mais en tout cas, ce sujet du développement durable et ce sujet aussi de l'humain dans l'entreprise doivent être des sujets auxquels les dirigeants, les gros groupes doivent d'abord y croire. Parce que si on n'y croit pas, on ne peut pas le transmettre à nos équipes. Moi qui ai une modeste équipe de 60 salariés, si je ne crois pas dans l'humain réellement et que je ne crois pas dans le respect de l'environnement, j'aurais du mal à faire accepter à mes collaborateurs de faire du tri si mon mode de fonctionnement est à l'opposé au quotidien. Oui. Voilà. Denis, dans toutes tes réponses, on entend l'humain. On voit que tu le places au centre de tes préoccupations, de tes réflexions. Aujourd'hui, en tant que directeur général, c'est un vrai défi d'avoir des équipes qui sont animées par la volonté de répondre à des exigences très élevées. Comment est-ce que toi, aujourd'hui, tu fonctionnes pour emmener tes équipes vers des objectifs ambitieux? Alors, c'est un défi pour 2024, c'est un défi encore plus grand pour les années à venir, puisque recruter aujourd'hui du personnel de service, là on parle de l'hôtellerie, mais j'irais même en parler de tout le service, devient de plus en plus difficile. Avant le Covid, c'était pas simple, le Covid n'a rien aidé, et aujourd'hui, il manque des gens qui ont, comme on disait à l'époque, la vocation, le sens du métier, le goût du métier. Donc beaucoup de gens n'ont plus envie de faire ce travail, qui est, c'est vrai, compliqué. On sert et on s'occupe d'eux en décalé, quand les gens sont en congé, mais c'est là où ils viennent manger, c'est là où ils sortent. Le soir, quand ils arrivent à l'hôtel, c'est là, c'est leur fin de journée, ben nous, on doit être là aussi pour les accueillir. Donc il y a un vrai défi de trouver du personnel. Donc la première chose, c'est trouver des nouveaux talents, leur donner envie, et surtout les talents que l'on a, puisque j'ai parlé tout à l'heure de l'ancienneté. Ça prouve que mes prédécesseurs, en tout cas il y en a eu 2 majeurs, qui ont, pendant toutes ces années, ils ont tout fait pour fidéliser le personnel, puisque quand on parle de personnes qui ont 10, 15, 20, 25, 30 ans de maison, ça prouve qu'ils sont restés au fil des directions. Donc mon premier devoir, il est de leur donner envie de rester. Pour cela, c'est quoi ? Je pense, mais là c'est très personnel, que déjà l'autorité, c'est-à-dire le directeur ou la directrice, doit donner le diapason au niveau de sa motivation et de sa présence. C'est sûr que c'est exigeant, le métier d'hôtelier, et il faut être là, croiser les gens des différents shifts, aller les voir, leur dire bonjour, valoriser le travail qui a été fait. Ce qui n'empêche pas d'avoir certains jours des critiques qui doivent être faites, parce qu'on est dans l'exigence, mais montrer notre passion, et si on veut transmettre la passion aux jeunes, il faut déjà l'avoir soi-même. C'est pour moi indispensable dans les années à venir. Pour recruter des nouveaux talents, il faut que quand ils viennent, le service des ressources humaines, les personnes qui recrutent, reçoivent les gens de la meilleure manière qu'ils soient, les valorisent leur parcours, donnent envie à l'employé de rejoindre une équipe, donnent envie de rejoindre une marque employeur qui est connue sur le marché local, puisque notamment au niveau, vous le connaissez mieux que moi, mais le monde de l'intérim aujourd'hui, les gens se parlent entre eux, il ne faut pas aller là, c'est difficile, là on se fait fâcher ou critiquer. Là, ils sont très bien, ils ont une salle du personnel, eux, ils n'ont rien. Donc je pense qu'il faut aujourd'hui, la marque employeur, elle est importante. Le relationnel qu'on peut avoir avec les gens, cette notion de respect, c'est capital. Donc, pour synthétiser, apprécier les gens, montrer qu'on est humain, montrer qu'on est passionné de notre métier et donner envie par des services ou des actions au quotidien qui donnent envie aux gens de rester
et aux gens de venir rejoindre les équipes. Mais les années à venir vont être très très difficiles pour tout le monde. Un CV parfait pour toi, c'est quelqu'un qui n'a fait que de l'hôtellerie pour venir continuer à progresser dans son domaine et à chercher une expérience dans ton établissement, ou ça peut aussi être quelqu'un qui souhaite changer de l'environnement dans lequel il est et qui a envie de découvrir ce que c'est que l'hôtellerie 4 étoiles gamme supérieure. Est-ce que vous êtes prêt à engager un candidat qui aujourd'hui postulerait sans avoir travaillé dans le domaine de ton établissement? Totalement, pour répondre à la dernière question. Donc le CV parfait, pour moi, il n'existe pas, parce qu'il n'y a personne de parfait. Il y a peut-être un employé qui va, au travers de son parcours, je vais penser à un cuisinier, quelqu'un qui n'a jamais cuisiné, ne peut pas demain venir travailler en chef de partie dans un établissement qui a 13 ou 14 ou 15 au Goemio ou une étoile Michelin. C'est pas possible, malgré qu'il aime la cuisine. Quelqu'un par contre qui veut venir travailler en réception, en service, qui a une énorme envie d'apprendre, qui est passionné par le relationnel client, passionné par le sens de bien faire, le goût du détail, lui, il a sa place. Un chef de réception qui demain va reprendre ce qu'on appelle le revenu management, va reprendre tous les standards d'une réception aujourd'hui qui est devenue très très complexe, s'il n'a jamais travaillé en 4 et 5 étoiles avec des outils type Opera Cloud, qu'il a travaillé avec des interfaces pour ses réservations, s'il ne connaît pas, il ne peut pas s'adapter aujourd'hui à son poste. Par contre, une femme de chambre, un serveur, un portier, un réceptionniste peut tout à fait venir avec sa passion, avec sa personnalité, qui va être toute la richesse pour demain. On parle beaucoup d'IA, l'intelligence artificielle est un outil qui est fabuleux, mais je pense que nos métiers, avant toute chose, c'est valoriser l'humain, l'IA étant un outil qui va nous aider à mieux travailler, mais qui en aucun cas ne remplacera nos métiers fondamentaux, qui sont les métiers de créativité, comme les cuisiniers, comme les femmes de chambre, et les métiers de relationnel, parce que même si on a un texte parfait, quand on le donne avec passion et avec émotion, c'est quand même absolument incroyable en termes d'accueil. Merci Denis. Tu parles d'IA, c'est un outil que l'on utilise de plus en plus. Comment est-ce que tu vois cet outil vous aider au quotidien dans différents départements? Alors en cuisine, on sans doute, c'est peut-être un petit peu moins pendant le service qu'on va l'utiliser, mais peut-être plus pour la création ou découvrir des nouvelles tendances. Mais comment est-ce que tu perçois cet outil dans vos équipes? Alors je parlais les réservations qui sont devenues aujourd'hui, c'est extrêmement complexe et technique. Quand on pense à des PMS, donc les Opera Cloud ou des channel managers comme The-Edge, comme nous avons, toutes ces connectiques qu'il y a pour remonter les réservations qui viennent de tous les canaux de distribution, qui viennent des Expedia, des bookings, des Webbeds, des Travco, c'est extrêmement compliqué. Je pense que l'IA peut aussi grandement nous aider pour tout cela. Elle peut nous aider pour tout ce qui va être courrier personnalisé pour les clients en fonction des informations qu'on a. Elle va grandement nous aider aujourd'hui pour tous les commentaires clients, les réponses qu'on doit apporter aujourd'hui, que vous devez donner à The Fork, que vous devez donner à TripAdvisor, que vous devez donner à Booking, à Expedia. Bon, j'en passe. Si l'IA est bien utilisée par des gens, forcément, parce qu'on dit ils remplaceront, tout le monde va être licencié. Et pas du tout. Au contraire, les gens qui vont vouloir s'adapter vont devenir compétents avec tous ces outils technologiques qui vont leur permettre de gagner en compétences, mais eux vont rester ceux qui donnent les informations et qui utilisent pour pouvoir gérer au mieux et transmettre des informations incroyables. Il faut se souvenir quand même que l'IA a été conçue par l'homme, donc les infos qui sont données sont des infos que nous leur avons transmises. Donc si on le maîtrise bien, c'est un outil fabuleux qui va nous permettre, en termes d'administratif, de comptabilité, de gestion de réservation, de back of the house, d'être extrêmement pointu. Ça ne remplacera pas les hommes, mais ça valorisera le travail de l'humain. Absolument. Parce qu'il va se détacher. Beaucoup d'aujourd'hui de réceptionnistes ont des tâches administratives qui sont lourdes. Et c'est aussi pour ça qu'on ne garde pas des gens. La compétence qu'il va y avoir d'un relationnel, d'un sourire, d'une présence, c'est ce que les gens veulent aujourd'hui, en tout cas ceux qui viennent au Bristol.
On a beaucoup d'hôtels où on travaille avec des bornes. Hein. Vous allez sur le salon Équipe Hôtel, vous allez voir qu'il y a de plus en plus de bornes, de réservations interactives, de systèmes où vous mettez votre carte. Oui, pour une certaine hôtellerie économique. Pour une hôtellerie à partir de l'auberge, du 2 et 3 étoiles, je pense que les gens aiment le service. Et on voit qu'aujourd'hui, les gens sont de plus en plus demandeurs. Les jeunes qui ont, comme mes enfants, qui ont 18-20 ans, qui ont grandi avec Internet, non, il n'y a jamais autant de gens qui ont eu besoin du service que les jeunes. Et pourtant, ce sont eux qui vont évoluer avec l'IA, avec Internet. Et on a besoin de services. Donc, ils vont être demandeurs. Donc, il va falloir adapter, que les gens gagnent du temps. L'humain va faire de l'humain et va déléguer toute une partie administrative à l'IA avec des contrôles. Mais il faut garder l'humain vraiment en ligne de mire, comme quoi c'est ce qui sera le plus important. Denis, comment vois-tu les prochaines années dans le marché de l'emploi? Selon toi, beaucoup de formations, il va falloir réinstaurer la formation interne pour pouvoir amener les collaborateurs à un certain niveau, ou tu penses que le marché va se détendre et de nouveau fournir les collaborateurs qui permettront de constituer tes effectifs? Alors, deux choses. La première, c'est les gens qui sont déjà dans l'hôtel, les équipes existantes. Il faut, comme je l'ai dit tout à l'heure, les valoriser, leur donner envie de rester, avec des facilités, notamment en ce qui concerne la salle du personnel, des avantages sur les repas, éviter les horaires coupures. Voilà, donc ça, c'est très important pour que les gens se sentent bien chez nous, reconnus. Deux solutions. Soit ils veulent évoluer ailleurs pour rechercher une autre ambiance, mais si l'ambiance est bonne, ils n'iront pas. Donc s'ils vont ailleurs, c'est pour trouver une meilleure rémunération ou pour trouver de la formation. Si on peut avoir un salaire qui est bon, en tout cas dans le marché, voire légèrement au-dessus si on le peut, il faut le faire. La formation, indéniablement, moi j'y crois, mais dur comme fer, ça doit être le cheval de bataille à partir du 1er janvier 2025. Nous, on commence, on le fait, pas assez, parce que c'est des coûts, mais il faut le faire, et que ça soit pas fait que par des gens de l'entreprise. Je peux faire une formation aussi pour des managers, pour des chefs d'équipe, mais même si un intervenant externe va dire les mêmes choses que moi, il est important que ce soit quelqu'un de l'extérieur. Ensuite, pour les gens de l'extérieur, il faut leur donner aussi une rémunération qui est correcte. Au départ, ils ne connaissent pas la maison. Donner envie de venir chez nous parce que la rémunération est bien, parce que les conditions de travail sont bonnes. Si on peut éviter ces maudites coupures, il faut le faire. C'est quelque chose qui existait toujours avant. Aujourd'hui, les gens, et c'est normal, ont droit à une vie personnelle. La coupure est quelque chose de terrible. La personne part chez elle le matin à 7h30, elle revient le soir à 23h30. Même si on dit elle a une coupure, qu'est-ce qu'on fait dans la coupure? Si vous habitez aujourd'hui avec les problèmes qu'il y a dans la région, les 3/4 des employés sont des employés frontaliers, ils vont mettre 1 heure pour rentrer chez eux, 1 heure pour revenir. C'est donc dans les transports que la coupure va se jouer. Ou alors aller faire du shopping, mais tous les gens n'ont pas le pouvoir d'achat pour le faire, donc c'est pas bon. Donc il faut jouer la carte de la coupure. Et puis il va falloir créer une bonne ambiance, donc ça c'est dès l'accueil, dès le recrutement, donner envie de venir et faire que la personne se dise j'ai fait le bon choix. Nous on joue vraiment la carte des anciens, donc tout ce que j'ai dit sur la formation, les salaires, une salle du personnel, des avantages sur les prix des repas qui sont ponctionnés le midi ou le soir sur les salaires, la valorisation, les échanges possibles entre services. Une femme de chambre qui à un moment donné voulait essayer de faire du service, ou dans un grand hôtel, c'est pas forcément possible. Chez nous, on favorise les ponts entre les départements. Tu as des exemples d'un collaborateur qui a pu être transféré dans un autre département? Oui, bien sûr. Bien sûr. On a, je pense, une femme de chambre qui veut évoluer, un serveur qui veut faire du front office, une collaboratrice des ventes qui veut passer en F&B, une personne en salle qui veut aller justement au service administratif, un portier qui veut devenir réceptionniste. Donc ça, on doit être à l'écoute en permanence, parce que quand on sent qu'une personne décroche, il y a toujours une raison. À un moment donné, quand elle pense qu'elle va partir ailleurs, c'est trop tard. Donc on a un laps de temps qui nous permet, ça marche pas à tous les coups, hein, et puis c'est bien aussi que des gens bougent, et c'est bien qu'il y ait du sang neuf. Pour moi, c'est important pour une entreprise. S'il y a que des anciens, à un moment donné, on va perdre de l'énergie. S'il y a que des nouveaux, ils comprennent rien, les clients sont perdus. Le mix de mettre des anciens
des nouveaux, des femmes, des hommes, des jeunes, des plus âgés, qu'on appelle seniors aujourd'hui. Pour moi, c'est un senior et quelqu'un de compétent. Ce sont des gens qui font partie d'une génération où on n'hésitait pas à travailler, on faisait des heures, on était hyper flexible, il y avait le respect de la hiérarchie, le respect de la personne, qui existe aussi chez les jeunes, mais c'était très marqué dans les 40-70 ans, qui aujourd'hui sont des gens qui ont vraiment un sens très fort pour le travail. Et je pense que donc le marché de l'emploi pour le futur sera garder les gens qu'on a à la maison, donner l'envie de faire ce métier à tous les jeunes qui voient que le côté fastidieux, les coupures, les heures. Il va falloir qu'on embauche des jeunes. Il y aura beaucoup de temps partiel pour moi dans l'avenir, parce que les jeunes doivent financer leurs études. Il y a un jeune sur 4 où les parents lui financent toutes ses études. Les 3 autres, ils doivent se débrouiller. Et comment on se débrouille ? Il y a les moyens non légaux, mais on parlera que des légaux. Les légaux, c'est de trouver du travail. Et parfois, je fais des études de psychologie, je travaille dans la restauration pour me payer mes études, et je me rends compte qu'au bout de quelques mois, finalement, ce travail est génial. Je fais un peu de psycho parce que mes cours m'aident. J'ai une possibilité d'intégrer l'équipe, j'ai une possibilité d'évoluer à un poste de manager, et je me suis trouvé une vocation. Pourquoi ? Parce qu'on a aménagé mes heures, qu'on m'a permis de découvrir un métier, que j'ai rencontré des gens passionnants et motivés. Et ça, c'est génial. Donc, on va séduire des gens par le temps partiel, des jeunes qui se financent leurs études. On va certainement avoir une population immigrée qui vient de très loin. Ce ne sera plus la zone frontalière ou la France ou l'Espagne. On va avoir des gens qui vont venir de partout avec la mondialisation. Il va falloir être prêt à les accueillir, l'accueil des cultures, mais défendre aussi celle de l'entreprise, celle du canton, celle du pays. Et puis, je pense qu'on rappellera, on disait tout de suite sur les anciens, on va rappeler des seniors à qui on va, compte tenu des difficultés qu'il y a aujourd'hui pour payer la retraite avec les baisses des natalités, on va certainement devoir reproposer, sans forcer, à des anciens qui se trouvent aujourd'hui, qui ont travaillé toute leur vie, qui d'un seul coup ne font plus rien, ont l'impression d'avoir perdu tout sens au niveau de la société, et qui vont revenir eux aussi en temps partiel, parce que les gens ne vont pas retravailler 40 ou 45 heures ou 50 heures, mais des heures pour les différentes entreprises qui cherchent des gens passionnés pour le service et qui vont pouvoir continuer à transmettre aux jeunes de la passion. Et je pense que pour un besoin financier, mais aussi un besoin d'exister, eh bien, les personnes seniors vont continuer à travailler aujourd'hui, surtout qu'on a un état de santé qui est bien meilleur qu'avant et qui permet aux gens de faire 20 heures par semaine dans différents métiers. Absolument. Au niveau des retraités, aujourd'hui, est-ce que tu as dans ton effectif des retraités, puisqu'on parle de ces baby-boomers qui, ces prochaines années, vont partir à la retraite, qui vont... tous ces départs vont créer un vide, puisqu'on n'a pas eu assez de natalité pour compenser. Est-ce que vous avez déjà dans votre effectif des collaborateurs qui sont à la retraite et qui continuent de travailler à 20, 40, 50, 60%? Non, on va l'avoir dans quelques années, puisqu'il y a des gens qui approchent de la soixantaine, donc l'horizon commence à se dessiner. En tout cas, parlons égoïstement. Moi qui ai 59 ans, 60 l'année prochaine, je ne me vois pas arrêter brutalement. Et si le Bristol, j'espère, ou une autre entreprise me proposait d'une manière ou d'une autre de continuer, qui permet de valoriser un peu l'expertise, valoriser le travail fait. Et surtout, pour moi, c'est transmettre, j'adore transmettre ma passion aux plus jeunes, leur raconter des histoires. On voit toujours que les enfants, quand on leur lit une histoire le soir, ils sont captivés. Même s'ils étaient sur leur tablette ou qu'il y avait des cris, ils écoutent. Et bien, je pense que les adultes aujourd'hui, je le vois moi avec mes équipes, j'aime bien leur raconter des choses que j'ai vécues dans mon expérience, avec des histoires qui sont plus ou moins drôles ou palpitantes. Et on voit que les gens sont à l'écoute d'écouter des choses qui ont été vécues plutôt que de sortir des choses qui étaient sur des bouquins. Absolument. Merci, Denis. On a beaucoup parlé d'humains, d'entreprises aussi. Aujourd'hui, les clients ont des exigences qui sont différentes. Quels sont, selon toi, les grands changements comportementaux au niveau des clients, en général? Alors, les gens, tous, veulent aller vite. Donc, tout ce qui va être... J'ai parlé tout à l'heure pour l'IA. L'IA doit nous aider pour aller plus vite sur des tâches fastidieuses, rébarbatrices,
Ça, il faut qu'on trouve les moyens technologiques pour pallier cela. Je pense que les check-in facilités, donc à savoir quand je prends ma chambre, on est tous amenés à aller dans les hôtels. En effet, quand il y a une grande file d'attente, un groupe qui arrive, c'est jamais bien agréable, surtout si on a réservé une place de théâtre dans 20 minutes et qu'on doit prendre une douche. C'est concret, mais ça arrive très souvent. Donc il peut y avoir une exaspération du client due à quelque chose qui peut être évité par des outils technologiques ou une intelligence artificielle, des applications. Il y a tout aujourd'hui. Par contre, pour mon type d'hôtel, et je le disais sur les 3, 4 et 5 étoiles, les gens qui aujourd'hui viennent chez nous viennent parce qu'ils veulent à la fois que ça aille très vite, tous les services faciles, les applis, mais ils veulent surtout du service. Donc il va falloir que le service, quand on le demande, on l'a. Le sourire, l'accueil, la gentillesse, le petit mot, comprendre tout de suite que le client est énervé, qu'il va lui falloir quelque chose, il va demander un renseignement, il va falloir un transport, même si on peut appeler les applis, quand quelqu'un peut vous aider, on le voit tous, quand on a un problème à la maison qu'on appelle, qu'il faut appuyer sur 1, sur 2, basculer, service, c'est épouvantable. Donc il faudra du service, donc il faut plus rapide qu'avant. Oui. Donc les outils technologiques pour que ça aille plus vite, et le service pour être toujours disponible et apporter cette chaleur humaine indispensable au métier de l'hôtellerie. Les gens vont vouloir, je pense, des chambres très bien aménagées, très fonctionnelles. On veut, la tendance, en tout cas, nous, on nous fait souvent remarquer sur nos commentaires clients, « Ah, vous avez des belles et grandes chambres. » Donc, je suppose que les gens aiment un peu d'espace. On part une nuit demain à Zurich, Londres, Paris pour un séminaire. On revient après-demain. On est parti avec une petite valise 45 cm par 20 par 55, c'est parfait. Mais quand on part pendant 4 jours en voyage avec son enfant ou ses enfants, son compagnon, sa compagne, il nous faut une valise. Quand on déballe tout, si les placards sont petits, qu'on ne sait pas où mettre la valise, qu'on ne sait pas où la ranger, qu'on ne peut pas se mouvoir à l'intérieur, qu'il y a un lit supplémentaire dans lequel on bute la nuit, donc il faut des facilités, il faut du confort. Nous, on a mis de plus en plus de côté les lits supplémentaires. On a des canapés convertibles qui font sofa, très agréables dans la décoration, qui peuvent être dépliés, qui sont parfaits pour un enfant, pour un adolescent, avec un vrai confort de literie. Les gens veulent du confort. Les gens veulent du propre. On veut que les matelas soient nettoyés. Les gens font très attention à l'hygiène. Ça, pour demain, c'est quelque chose de fondamental. Il faut une hygiène irréprochable et justifier autant ce que l'on fait pour le développement durable que pour l'hygiène. La taille, il faut des salles de bain, bien sûr, fonctionnelles. On fait très attention, nous, à cela. On a conçu des salles de bain sur la première tranche de rénovation qui se sont complétées encore cette année avec les 2 étages dont je parlais en début d'entretien. On a des salles de bain qui sont suffisamment grandes sans l'être trop, parce que quand vous êtes trop grand, vous ne pouvez pas chauffer, on se gèle. On ne sait jamais où poser ses affaires. Je pense que c'est arrivé à tout le monde. Ceux qui écouteront vont rigoler parce qu'on ne sait pas où poser ses affaires. Donc nous, on a vraiment fait attention. Et surtout, on n'y voit rien quand on se maquille ou quand on se rase. Donc on a fait attention aux luminaires. Et on a opté, nous, chez nous, pour que les clients se sentent plus dans une chambre comme s'ils étaient reçus par quelqu'un qui les reçoit dans une maison familiale, plus qu'un hôtel, par contre avec une vraie fonctionnalité. Donc c'est le complément du service humain. Faire que je me sens un peu comme chez moi. Nos clients du Moyen-Orient, cet été, je disais souvent, feel like at home. Et ils me disaient, mais on est dans notre deuxième maison. Et ça, c'est vraiment quelque chose de très important. Les gens vont vouloir, en numéro 1, je pense, pour ceux qui voyagent, la location, le positionnement de l'hôtel dans le quartier, proche des commerces, proche des accès routiers, proche d'une gare, proche d'un site touristique, au cœur de l'animation. Je suis homme ou femme d'affaires, j'ai besoin d'être au cœur de ma ville. J'ai besoin d'avoir les transports en commun ou les accès pour pouvoir me rendre là où je dois aller. Il y a des hôtels qui se sont construits à Genève qui sont remarquables en termes d'aménagement, en termes de conception. On a cette chance, nous, d'être au cœur de la ville, ce qui fait qu'on peut sortir le soir. En 10 secondes, on est sur le bord du lac. En 20 secondes, on est à la passerelle. Et en 2 minutes, je suis sur la rive gauche, de l'autre côté, au quartier animé, quartier des restaurants et des bars. Merci pour le temps que tu as accordé à mes questions. J'ai beaucoup apprécié passer ce moment avec toi et je te souhaite une belle continuation. C'était un plaisir partagé. Merci de m'avoir accueilli. Merci à toi.